Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je profite du temps mort dû à la fabrication du PCB de mon traceur de courbes pour transistor NPN pour revenir à mon projet de générateur BF. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de la vidéo DFT A266, je vous annonçais que la prochaine étape consisterait à étudier l'alimentation de ce système. Nous y voilà. Regardons le schéma. Je dois fabriquer une alimentation symétrique plus ou moins 12 volts DC à partir d'une alimentation unique de 24 volts DC. Pour cela, j'ai décidé de partir d'une alimentation à découpage Highlink, référence HLK 40M24, puis de rendre cette tension symétrique en utilisant la technique de la masse virtuelle. Voilà, elle est représentée ici, cette alimentation. Le principe est relativement simple. L'amplificateur opérationnel U6 est monté en suiveur. Sa sortie devrait donc être au même potentiel que son entrée non inverseuse. Pour les puristes, dans un montage suiveur classique, l'entrée inverseuse serait reliée directement à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Ici, comme l'étage constitué des transistors Q4 et Q5 présente un gain en tension voisin de l'unité, il est préférable de prélever la contre-réaction au point le plus en aval du montage, c'est-à-dire au point commun des résistances d'émetteurs de Q4 et Q5. Cela tombe particulièrement bien puisque ce point constituera également notre masse virtuelle. En effet, grâce à la contre-réaction, ce point se retrouve au même potentiel que la sortie de U6, laquelle est elle-même maintenue au potentiel de l'entrée non inverseuse. La tension ici est égale à celle-là. Cette tension est réglée à la moitié de la tension d'alimentation, soit environ 12 volts au moyen du potentiomètre RP10 et des résistances R29 et R30. Nous obtenons ainsi un point milieu artificiel qui partage l'alimentation de 24 volts, c'est la masse virtuelle, en deux demi-alimentations symétriques. Plus 12 volts par rapport à la masse virtuelle, moins 12 volts par rapport à la masse virtuelle. U6 est un amplificateur opérationnel relativement classique. Il doit simplement être capable de supporter une alimentation permanente de 24 volts. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il soit de type rail-to-rail puisque sa sortie travaille en permanence autour de la moitié de la tension d'alimentation, donc très loin des rails positifs et négatifs. Par contre, nous ne pouvons pas nous contenter de l'amplificateur opérationnel seul. En effet, le courant de sortie qu'il peut fournir reste relativement limité. Dès que l'on commence à alimenter plusieurs étages analogiques ou à solliciter davantage la masse virtuelle, l'amplificateur opérationnel atteindrait rapidement ses limites. C'est précisément le rôle des transistors Q4 et Q5. Montés en push-pull complémentaires, NPN, PNP, ils augmentent considérablement la capacité en courant du système tout en déchargeant l'amplificateur opérationnel de l'ensemble de l'effort de puissance. U6 ne fournit alors qu'un faible courant de commande, tandis que Q4
et Q5 assurent le débit nécessaire vers la charge. Les résistances placées en série avec les bases des transistors remplissent plusieurs fonctions. On les voit ici, R27 et R28. Elles limitent tout d'abord les courants de pointe pouvant apparaître lors des commutations ou des variations rapides de charge. Elles isolent également l'amplificateur opérationnel des capacités parasites des transistors et contribuent ainsi à la stabilité de la boucle de contre-réaction. Enfin, elles réduisent le risque d'oscillation haute fréquence qui pourrait apparaître lorsque l'amplificateur opérationnel pilote directement les bases des transistors. Les résistances d'émetteurs, quant à elles, améliorent la stabilité thermique du montage. On les voit ici, R42, R41. Si le courant dans l'un des transistors augmente, la chute de tension dans sa résistance d'émetteur augmente également, ce qui tend naturellement à limiter cette augmentation de courant. Elles apportent donc une contre-réaction locale qui améliore la stabilité et favorise un meilleur partage des courants entre les deux transistors. Concernant leur dimensionnement, les résistances de base sont choisies suffisamment faibles pour ne pas limiter la commande des transistors, tout en restant assez élevées pour amortir les phénomènes parasites. Une valeur de l'ordre de 50 ohms constitue généralement un bon compromis. Les résistances d'émetteurs sont choisies beaucoup plus faibles afin de ne pas dégrader inutilement les performances du montage. Une valeur de 0,5 ohm permet d'obtenir une bonne stabilisation thermique tout en conservant une faible chute de tension même lorsque le courant débité devient important. Passons maintenant à la démo sur breadboard. Tout d'abord, certains reconnaîtront ici mon alimentation générique pour certains de mes projets. Elle est ici. Il s'agit de DFT A179. C'est une alimentation adaptable selon vos projets. Tout dépend du convertisseur AC/DC que l'on installe dessus. Si vous n'avez pas encore réalisé ce PCB, c'est bien dommage car tout est disponible sur mon GitHub. Vous pouvez réparer votre erreur grâce au lien joint. On reconnaît ici RP10, U6, qui est dans notre cas un LT1006, et ici les deux transistors de sortie. Comme nous sommes dans l'expérimentation, je ne les ai pas montés sur dissipateur. Mais il est probable qu'il soit nécessaire de le faire avec des dissipateurs de petite taille. La consommation de l'alimentation sera principalement dépendante de la charge sur laquelle va être raccordé mon GNBF et bien sûr de son niveau de sortie. Dans la plupart des cas, ce sera sur des systèmes à forte impédance d'entrée. Par contre, comme ce sera un appareil de test, il est possible que parfois des erreurs de manipulation amènent à mettre sa sortie en court-circuit. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais elle vaudra certainement plus d'une centaine d'ohms pour supporter un court-circuit permanent. Je parle ici de la résistance de sortie du générateur BF. Alors bien sûr, ce type d'alimentation est génial, mais possède un défaut, la puissance dissipée par les deux transistors. Je prévoirai malgré tout une possibilité de sortir également avec une résistance de 50 ohms, car c'est une valeur très courante. Dans ce cas, le court-circuit ne devra être que passager. Mesurons les tensions de sortie. Alors ici, vous voyez V+,
on va venir mesurer une autre valeur. Vous voyez, 1241. Moins 12, 162. Un léger déséquilibre. On pourrait régler ce déséquilibre en jouant sur le point milieu du potentiomètre ici, de manière à répartir les deux tensions équitablement vis-à-vis de la masse virtuelle. Voilà, ça c'était à vide. Maintenant, on va brancher sur chaque sortie, on va faire une charge équilibrée. On va brancher sur chaque sortie 250 ohms. Voilà, là j'ai moins 12, 11. Et là j'ai 12, 0,30. Alors on va déséquilibrer volontairement. C'est-à-dire que sur une des sorties, je vais venir mettre une résistance supplémentaire. Voilà, on voit que le V+ a baissé, il est passé à 11,98. Si je vais mesurer le V-, lui, il n'a pas trop bougé. Voilà, donc c'est plutôt correct, hein, c'est pas une alimentation hyper stabilisée, ce qui n'est pas trop grave. Bien entendu, l'alimentation 5 volts pour mon Arduino XAO ne peut pas être montée directement sur ma DFT 179 bis, car les 0 volts ne seront pas les mêmes. Attendez, j'enlève les résistances de charge, hein, parce que j'ai pas de dissipateur. J'installerai donc un petit régulateur 5 volts directement sur le PCB dédié au génie BF. Voilà, cette présentation se termine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et remarques. La prochaine étape sera certainement la présentation du système finalisé. Vous ne raterez rien si vous vous abonnez. Merci d'avoir suivi et peut-être d'avoir commenté, liké, partagé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.